Bonjour et bienvenue dans l'invité de l'économie. Je reçois aujourd'hui Marianne Guille, maître de conférence à l'université Panthéon-Assas, Paris 2, et spécialiste des questions d'économie de la défense. Bonjour Marianne Guille. Alors, il y a une affaire en ce moment qui sont dues au fait que le président a retiré 850 millions d'euros du budget de la défense. Ça a abouti à la démission du chef d'état-major des armées, Pierre de Villiers. Ça vous a surpris ou pas ? Oui, ça m'a surpris parce que c'est quand même un événement assez inhabituel. Je crois qu'il ne s'est pas produit depuis 1958, donc depuis le début de la Ve République. Donc c'est effectivement un phénomène exceptionnel et donc une crise grave entre l'armée et en tout cas le chef d'état-major des armées et le président de la République. Pourtant, ça avait bien commencé cette histoire d'amour entre le président Macron et l'armée. À peine élu, il était déjà sur des terrains militaires à Gao et puis il a fait des visites dans des installations militaires. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je pense qu'effectivement, ça avait plutôt bien commencé. L'armée a eu l'impression d'être prise en considération par le président de la République et le président de la République a multiplié les gestes à son égard. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'il pensait qu'il aurait peut-être à devoir faire des coupes, je ne suis pas sûre, mais il s'est avéré qu'il n'a pas pu tenir les engagements qu'il avait pris vis-à-vis pendant de la campagne. Mais voilà. Cela dit, à court terme en tout cas. Une fois élu, il demande un audit des comptes. Oui. Cet audit des comptes montre qu'il y a un déficit de 4 à 5 milliards pour atteindre ces fameux 3% du pacte de stabilité. Donc, il doit faire des coupes. Et parmi ces coupes, 850 millions à l'armée, ce qui représente à peu près 20%. C'est grave ou pas, 850 millions ? Alors, c'est grave pour le budget de la défense, c'est beaucoup, effectivement. D'abord, c'est beaucoup, effectivement, par rapport à l'effort qui est demandé, parce que ça représente presque 20%. Le budget de la défense ne représente pas 20% des dépenses publiques françaises. Mais c'est aussi beaucoup pour le budget de l'armée, parce que le budget de l'armée, depuis 25 ans, il a connu quand même une érosion constante. On estime qu'en euros constants, il a perdu à peu près 20% de son montant. Donc, les militaires ont l'impression que si on leur retire encore 850 millions par rapport à un budget de 33 milliards d'euros, dont on dit qu'il est déjà insuffisant, qui représente à peu près 1,78% du PIB français, le président a pris l'engagement de le porter à 2%, ce qui voudrait dire qu'on devrait l'augmenter d'à peu près 2 milliards par an. Et la première chose qu'il commence à faire, c'est de le réduire de 850 millions d'euros. Est-ce que ça a un impact direct, là, par exemple, sur les militaires qui sont exposés, soit en Afrique, soit dans le Golfe, en Moyen-Orient ? Alors, évidemment, on essaye de protéger les militaires qui sont en opération extérieure. Et normalement, ces militaires bénéficient de matériel qui sont en bon état de marche, etc. Et donc, c'est plutôt, par exemple, les entraînements des militaires sur le sol français, par exemple, qui vont être réduits, et les commandes de matériel. Donc, ça veut dire que c'est essentiellement des militaires qui vont devoir renoncer à s'entraîner ou en tout cas reporter des entraînements qui peuvent être coûteux, et puis des commandes aux industriels de la défense qui vont être réduites par rapport à ce qui avait été prévu. Oui, mais ils se portent bien, les industriels de la défense en France. Effectivement, on peut dire que depuis quelques années, en tout cas, ils se portent bien, pas tellement par les commandes de l'État français, mais parce qu'il y a une augmentation des ventes d'armes à l'étranger. Donc, effectivement, on peut dire, c'est en tout cas pour les industriels de la défense, ils vont moins souffrir qu'on ne pourrait le penser, puisqu'il y a des hausses des ventes d'armes à l'étranger. Mais d'abord, ce n'est pas forcément les mêmes. On ne va pas forcément impacter Dassault, par exemple, qui vend des Rafales à l'étranger dans ces 850 millions. Et ensuite, c'est surtout pour nos militaires que ça va poser des problèmes, parce qu'eux ont des besoins de matériel. Ils ont des matériels qui peuvent être obsolètes, qui peuvent être usés, qui peuvent ne plus être au niveau technologique qui leur est demandé aujourd'hui, compte tenu des missions importantes qu'on leur confie. Oui, c'est ce que dit le chef d'état-major démissionnaire, Pierre de Villiers. Il dit 60% des véhicules qui sont sur des théâtres d'opération ne sont plus protégés. Donc, ils sont obsolètes. Donc, l'impact va être direct ou pas ? Parce que le président promet qu'il n'y aura aucun impact sur les militaires qui sont exposés. Alors, je pense qu'on veillera à réduire le plus possible l'impact sur ces militaires qui sont en opération extérieure. Il n'est pas question, j'imagine, de mettre en danger la vie de militaires français. Et le président sait très bien, j'imagine, que le moindre
accident qui pourrait arriver à des militaires français en opération extérieure d'ici la fin de l'année, ça serait très dangereux pour lui parce qu'on pourrait dire c'est à cause de ces réductions de dépenses, ce qui ne sera peut-être pas le cas d'ailleurs. Donc j'imagine qu'on va essayer de sanctuariser les opérations extérieures. Mais ça veut dire moins d'entraînement pour les militaires qui sont sur le sol français et moins de commandes. En tout cas, belle opération de communication du président. Lorsqu'il prend l'Élysée, il va vers les militaires et là, il les déçoit quand même énormément. C'est un peu une douche froide, c'est vrai, parce qu'ils avaient pensé que leurs besoins avaient été bien compris et le président s'est retrouvé sûrement devant une équation difficile à résoudre. C'est difficile pour la France, encore une fois, de ne pas atteindre ces 3% alors que l'essentiel de nos partenaires y arrive. Et la défense a un budget, non pas qu'il est facile de réduire par rapport aux autres, mais dont on peut penser qu'à court terme, étant donné que la masse des dépenses publiques, c'est beaucoup des salaires, là, il y a quand même un investissement en recherche, en innovation, etc., qu'on peut se dire à très court terme, je peux peut-être réduire là pour augmenter plus tard dans le futur. Lors de sa visite sur la base d'Istres, il a promis qu'il maintenait en effet l'objectif des 2% du PIB d'ici 2025, évidemment. C'est incontournable pour l'armée ? Alors oui, je pense que c'est vraiment un objectif très important, d'abord vis-à-vis de nos partenaires de l'OTAN, mais même vis-à-vis du rôle que se donne la France vis-à-vis du reste du monde, puisqu'on veut continuer à jouer un rôle. On a multiplié les opérations extérieures pendant le quinquennat précédent, et pour l'instant, le président n'a pas souhaité rompre avec cette doctrine. Il y a un certain accord, même un certain consensus au niveau national entre la droite et la gauche sur cette particularité de la présence française à l'étranger, et donc je ne pense pas qu'on voudrait réduire cela. Et si on veut le faire dans de bonnes conditions, effectivement, atteindre ces 2%, ça semble un objectif atteignable. Ça représente 1 à 2 milliards de plus par an. Ça veut dire que c'est possible. Le budget passerait de 33 milliards à 50 milliards environ. À 35. Pardon ? De 33 à 35 milliards. Oui, non, mais en 2025. Oui, en 2025. Ce serait 50 milliards. Oui. C'est incontournable pour que la France, comme vous le dites, garde cette position de leader dans... Oui, je pense que si la France veut continuer à jouer son rôle, on ne va pas pouvoir sans arrêt économiser sur le budget de la défense si on veut continuer à jouer un rôle. Est-ce qu'on a les moyens de cette ambition, sincèrement ? On n'est pas un grand pays par sa surface et sa population, et pourtant, on parle de 30 000 soldats à l'extérieur. Est-ce qu'on a les moyens ? Alors, je pense qu'on peut avoir les moyens, mais c'est un choix politique. Et donc, ça veut dire qu'il faut consacrer les moyens économiques à cet objectif, si on choisit cet objectif. Et je pense qu'il y a un assez grand consensus dans la classe politique. Mais est-ce qu'il faut faire des choix au sein du budget de l'armée ? Est-ce qu'il faut maintenir le niveau, par exemple, de la dissuasion nucléaire ? Alors, c'est un débat au sein de l'armée française, et je crois que même au sein de la commission de la défense de l'Assemblée nationale ou d'autres cercles de réflexion, certains pensent qu'on pourrait réduire le coût de la dissuasion nucléaire sans amputer l'efficacité de cette dissuasion nucléaire. Qui est d'environ 3 milliards, un peu plus. Mais comme c'est vieillissant, c'est-à-dire qu'il va falloir aussi injecter de l'argent dans la dissuasion nucléaire. Tout à fait. Si on veut la maintenir à ce degré d'efficacité, ça va coûter très cher. D'ailleurs, c'est une partie importante du budget de la défense. Et c'est sûr que certains se mettent déjà à imaginer que si on réduisait cela, ça permettrait d'augmenter d'autres postes qui sont plus utiles, en tout cas à court terme, au niveau des opérations extérieures, par exemple, pour projeter nos armes. Alors, quand on réfléchit sur l'objectif des 2% jusqu'à 50 milliards en 2025, est-ce qu'on ne peut pas réfléchir aussi en termes de mutualisation, par exemple avec l'Allemagne ? Oui, alors effectivement, pour réduire le coût de certains matériels, si on envisage de nouveaux matériels de la défense très, très coûteux, comme un nouvel avion de combat, par exemple. Des drones, etc. On peut réfléchir à des mutualisations avec notamment l'Allemagne, qui s'est engagée aussi à atteindre ces 2%, et ce qui représente une masse plus importante que nous, étant donné le PIB de l'Allemagne. Ouais. Et donc, effectivement, on pourrait mutualiser, mais là, il faudrait se mettre d'accord d'abord sur le cahier des charges. Qu'est-ce qu'on veut faire
faire comme avion de combat? Est-ce que, compte tenu des spécificités de l'armée allemande et des spécificités de l'armée française, des missions qu'on leur donne qui sont différentes, est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur un cahier des charges, sur une manière de répartir ces investissements et la fabrication de cet avion? Et ensuite, après, d'accord sur la manière de l'utiliser. Parce que pour l'instant, les Allemands, pour utiliser un matériel de défense allemand, il faut l'accord du Bundestag. Nous, on ne peut pas demander... Enfin, j'imagine pas qu'on peut l'armée française ou même le président de la République pourrait accepter de demander son accord au Bundestag pour savoir si on peut aller au Mali défendre nos soldats. Donc il y a déjà un gros travail de travailler en commun avec Paris et l'Allemagne, quoi, déjà. Voilà, il faut d'abord que Paris et Berlin arrivent à se mettre d'accord, qu'il y a un travail de mise en commun des... Et vous y croyez, vous, au réarmement de l'Allemagne ? Oui, j'y crois. Je crois que l'Allemagne a les moyens de le faire et que... et la volonté ? Je crois qu'il y a la volonté, en tout cas pour Angela Merkel. Maintenant, on va voir si c'est elle qui va gagner les élections. Et si ce n'est pas elle, est-ce que cet objectif serait maintenu? Mais je pense que l'Allemagne a les moyens de cet objectif et que la longue période, la longue parenthèse qui s'est passée où ils ont eu un choix de se restreindre à leur territoire et uniquement d'avoir une armée de défense, peut-être qu'ils vont pouvoir sortir un petit peu de ce cadre-là dans le futur. Dernière question, Marianne Guy. Qu'est-ce qu'il faudrait que fasse le président pour renouer avec l'armée? Parce que là, évidemment, ça a été tendu. Alors, je pense que la confiance est un peu entamée, mais que le président de la République pourra faire valoir les raisons qui l'ont mené à faire ce choix, qui était un choix effectivement de sacrifice, un choix difficile, mais c'est un choix de court terme. Pour l'armée, il ne va pas falloir qu'il se contente de discours en disant que vous êtes très important, etc. Mais il faudra que, dès l'année prochaine, ça se concrétise par une augmentation du budget de la défense. Et dans ce cas-là, la confiance pourrait revenir, mais ça va être long. On suivra ça. Merci beaucoup, Marianne Guy, pour toutes vos réponses. L'invité de l'économie, c'est terminé, mais comme d'habitude, évidemment, vous pouvez retrouver l'émission sur france24.com. Au revoir.